commencer la première partie de ces deux séries de conférences. Et donc la première, dans la première, on va parler en particulier des impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins, et en particulier donc sur l'écosystème lui-même, c'est-à-dire l'eau en tel qu'environnement. Et ensuite, là, dans la deuxième partie, on parlera un peu plus en détail de ce que contient l'eau, donc les ressources vivantes et l'impact des changements de climat sur ces ressources. Et donc je vais d'abord commencer, ça c'est le sommaire de la présentation, donc je vais d'abord commencer à rappeler brièvement les mécanismes du changement de climat, les impacts des changements climatiques, les projections, qu'est-ce qu'on projette pour le futur comme changement de climat. Je parlerai ensuite de la vulnérabilité et l'adaptation de la Tunisie au changement climatique et les mesures qu'on est en train de faire, les mesures d'atténuation qu'on est en train de faire pour atténuer les effets du changement de climat. Alors, je pense que parmi nous, on connaît quand même beaucoup de choses sur les changements de climat. Je vais essayer de rappeler brièvement les mécanismes et les impacts, et en particulier mettre le point sur les choses nouvelles, en particulier celles qui sortent du dernier rapport, l'IPCC, qui est sorti en janvier 2008. Alors les mécanismes du changement de climat, je vais d'abord vous montrer une série de températures de la Terre depuis 1860 jusqu'à maintenant, et on s'aperçoit très rapidement que la température de l'air globale augmente. Elle augmente depuis 1860, donc c'est à peu près l'ère pré-industrielle, avant qu'on commence à construire des voitures, etc., en faire des usines. Et donc elle a augmenté à peu près entre 0,6 à 1,2 degrés. Et donc tout le monde sait pourquoi cette augmentation, et d'ailleurs c'est une accélération de cette augmentation ces dernières années, ces dernières décennies. On a à peu près un doublement de l'augmentation de la température de la Terre. Et la cause, comme vous le savez très bien, c'est tout ce qu'on émet dans l'atmosphère comme gaz à effet de serre, le CO2 en particulier, le dioxyde de carbone. Ça c'est la première cause des changements climatiques. Le méthane, le CH4, le N2O. Donc ce sont les trois composantes fondamentales des gaz à effet de serre qu'on injecte dans l'atmosphère. Et ce qu'il faut savoir en particulier, c'est qu'on dit toujours CO2. Alors on parle de dioxyde de carbone, mais on parle de taux ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. En fait, c'est tous ces gaz-là, mais on parle d'équivalent CO2. C'est-à-dire, on rapporte toujours à tout ce qui est émis dans l'atmosphère en termes de CO2. C'est pour ça qu'on parle plus de CO2 que d'autres gaz. Mais il faut savoir que le méthane, par exemple, qui est émis en particulier par tout ce qui est agriculture, est très très important aussi. Et c'est un gaz à effet de serre très important. Alors l'effet de serre, c'est quoi? C'est en fait c'est l'enveloppe qui est formée au-dessus de l'atmosphère, qui est causée par ces gaz qui sont émis de l'atmosphère et qui ont la particularité de laisser passer le rayonnement solaire, réchauffement de la Terre, et empêchant que ce rayonnement ou cette chaleur qui est induite dans la Terre, qui entre de la Terre, elle l'empêche de sortir sous forme de rayonnement infrarouge. Il faut savoir que le bilan de la Terre, il y a le rayonnement solaire, donc le soleil qui réchauffe la Terre, et pour garder un équilibre, la Terre, comme tout corps, rayonne dans l'infrarouge. Et donc, la particularité de ces gaz à effet de serre, c'est qu'elle empêche ce rayonnement infrarouge de sortir de l'atmosphère. Et donc, c'est ça toute la problématique, c'est qu'on crée une sorte d'enveloppe virtuelle qui empêche que le surplus de rayonnement ou de chaleur qui pénètre dans l'atmosphère l'empêche de sortir de nouveau. Et donc, petit à petit, la température de l'air, la température de la planète augmente. Voilà. Et il faut savoir que des gaz à effet de serre ont toujours existé dans l'atmosphère. Le CO2 a toujours existé depuis le début des temps. Le problème est que, et d'ailleurs le cycle de gaz, le CO2 a un cycle tout à fait normal. Il est émis par tout ce qui est vivant de la Terre, par les animaux par exemple. Les animaux ont toujours existé. Et ils émettent du CO2. Ce CO2, il est transmis par l'atmosphère. Ensuite, il y a un cycle. Le CO2, il est absorbé par les océans et par les arbres, etc. Et s'infiltre petit à petit dans la Terre et est transformé en pétrole.
Donc ça, c'est le cycle qui a toujours existé dans la Terre. Le problème est que l'homme, avec l'activité humaine, avec l'industrialisation, a commencé à agir sur ce cycle naturel qui avait un équilibre naturel. Et donc, on a commencé à prendre du pétrole, à poser du pétrole, à émettre donc dans l'atmosphère plus que d'habitude, plus que le cycle naturel. Et donc, on a commencé à créer un déséquilibre. Ce qu'on émet dans l'atmosphère est plus que ce qui est absorbé par les océans. Et c'est ça toute la problématique. C'est qu'on est en train d'émettre beaucoup plus. Et il faut savoir qu'un gaz à effet de serre, lorsqu'il est émis dans l'atmosphère, il y reste pour des centaines d'années, même des milliers d'années. Et donc, si on veut changer les choses, il faut agir dès maintenant. Et même maintenant, si on agit maintenant, il faudra des centaines d'années pour que ce qu'on a mis dans l'atmosphère, en surplus, disparaisse. Et ça, c'est pour vous convaincre que le taux de CO2, on est en train vraiment d'agir sur le taux de CO2 dans l'atmosphère. Ce qu'on voit, par exemple, la concentration en CO2 depuis l'année 1000 jusqu'à l'année 2000, et on voit qu'une augmentation très rapide ces dernières années. C'est-à-dire que cette augmentation est bien due à l'activité humaine. Ce n'est pas un cycle naturel du climat. Les projections dans le futur, alors là, on se base sur des modèles numériques pour savoir ce qui se passe dans le futur. Et là, en 2000 jusqu'à 2100, pour les 100 prochaines années à venir, donc ça, c'est la température de la Terre, ça, c'est le niveau de l'eau, et on prévoit une augmentation de température de l'ordre de, disons, entre 2 et 3 degrés durant les prochaines 100 ans. Et pour le niveau de l'eau, on prévoit une augmentation de l'ordre de 20 cm à peu près. Donc, la température va augmenter de 2 à 3 degrés et le niveau de l'eau augmentera de 20 à 30 cm ensemble. Donc c'est ça ce que prévoit l'ensemble des modèles de tous ceux qui ont contribué à cette recherche. Et donc, si on revoit géographiquement, pour la Tunisie, on est ici à peu près, ça dépend des scénarios les plus optimistes, parce qu'il y a des variations entre les scénarios les plus optimistes et les scénarios les plus pessimistes, mais en tout cas, en Tunisie, on prévoit une augmentation, si on regarde là, la couleur, elle est à peu près, ça varie de 2 à 3 degrés ensemble, à peu près. Et pour la précipitation, la pluie, on aura une diminution, pareil, dans les 100 prochaines années, de l'ordre de, on est toujours dans le jaune à orangé, donc de 10 à 20%. Donc ça, c'est ce que prévoit pour nous les modèles à grande échelle. Mais ce qu'il prévoit, ce qui est important aussi, c'est qu'on a essayé d'entrer plus en détail dans les choses, et on a regardé les perturbations atmosphériques, les perturbations qui amènent les inondations chez nous, par exemple. Et en fonction du mois de l'année, ça c'est ce qu'en rouge, ce sont les perturbations donc pluvieuses, orageuses, actuelles, et ça c'est pour le futur. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre des perturbations orageuses, donc, qui ramènent des inondations, vont en général diminuer. Il y aura moins d'orages, moins d'inondations dans le futur, puisque le noir est plus faible que le rouge, pendant tous les mois, sauf justement pour le mois de juillet et août, sauf pour l'automne. Et on sait qu'en Tunisie, les inondations les plus importantes se passent en automne. Donc, ce qu'on prévoit, les modèles, c'est toujours des hypothèses. Hein, ça, c'est un article qui est sorti, ça fait 6 mois à peu près, c'est tout récent. Donc, ce qu'ils prévoient les modèles, donc il ne faut pas dire que ça, c'est ce qui va se passer. Hein. Je répète toujours, ce sont les prévisions, ce sont la théorie, ce sont les modèles qui montrent ça, que pour la Méditerranée, la saison orageuse va augmenter. La saison l'automne, la saison durant laquelle on rencontre le plus grand nombre de perturbations orageuses qui donnent lieu à des inondations, va augmenter. Alors que dans le reste de l'année, ça va diminuer. Ça, c'est très très important, c'est parce que si on a des espèces qui vivent, des poissons par exemple, ils auront moins d'éléments nutritifs qui ramèneront de quoi manger durant toute l'année. Donc ils ne vont pas supporter parce que vous savez que l'eau de pluie, lorsque il y a la pluie, elle va ruisseler, elle va ramener tous les éléments nutritifs et finalement ça va revenir vers l'océan, vers la mer, en fin de compte. Et ces éléments nutritifs, c'est elle qui
crée toute la chaîne de vie dans l'océan et dans la mer. Et donc, si on a moins de pluie, etc., on aura durant toute l'année moins d'apport d'éléments nutritifs, mais tout d'un coup, pendant les saisons d'automne, on aura beaucoup plus d'enfants. Et donc c'est une accentuation, en fait, une accentuation du cycle, et toutes les espèces qui pourront supporter ces différences importantes pourront survivre. Celles qui ne sont pas habituées à ces changements de rythme trop brusques ne pourront peut-être pas survivre. Alors ce que nous, dans l'ANSTM, on a voulu faire une expérience, on a construit un modèle sur la lagune du Bizerte, par exemple, et on a regardé un paramètre très important pour cet écosystème, l'oxygène. Parce que l'oxygène, toutes les ressources qui sont dans la lagune, ils vivent grâce à l'oxygène. Si l'oxygène diminue, ça veut dire qu'il y aura moins de ressources dans cette lagune. Et on a fait l'expérience avec un modèle numérique, on a regardé ce qui se passe maintenant, et on a fait l'expérience dans laquelle on s'est mis dans des conditions futures d'augmentation de température, etc. Et on a comparé les deux. Et ça, c'est la différence. Donc le futur moins le présent, moins actuel, moins maintenant. Et toutes les valeurs, ici il manque l'indice des valeurs, toutes les valeurs sont négatives, c'est-à-dire que l'oxygène va diminuer. Dans le futur, l'oxygène de la lagune du Bizerte, selon ces simulations, va diminuer par rapport à maintenant. Il va diminuer de valeur, la valeur 4,5 mg par litre, c'est quand même une valeur très importante. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'oxygène, donc probablement moins de ressources vivantes qui pourront y vivre. Voilà, je vais aller très vite pour les émissions. Voilà, je vais terminer juste cette présentation par vous montrer, ça c'est ce qu'on peut voir sur Internet, sur un projet qu'on a commencé l'année dernière et qui va durer donc 2007 jusqu'à 2011. Et justement, l'objet de ce projet, qui s'appelle CERCE, CERCE, c'est de comprendre l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes de la Méditerranée. On prend les écosystèmes de la Méditerranée, plusieurs d'entre eux, et on va étudier durant 4 ans quel est l'impact des changements climatiques. De point de vue, dans des cas d'études, on a pris par exemple, pour nous en Tunisie, on a pris le golfe de Gabès comme cas d'étude. Et donc on va étudier plusieurs composantes du changement du climat sur le golfe de Gabès, par exemple l'impact des changements de climat sur le tourisme, parce que c'est une région très touristique comme Madjerba, etc. Sur le littoral, est-ce qu'il y aura plus d'érosion ou non? Les impacts socio-économiques, est-ce que le changement du climat va faire que les gens fuient cette région ou non? Ou bien ils vont pouvoir s'y installer, etc. Donc par modélisation, par socio-économie, etc. Donc ceux qui voudraient savoir plus sur ce projet pourraient aller au site sur ces projets.europe.eu et on est 22 pays à peu près à travailler ensemble sur ce sujet. Il y a à peu près 65 institutions dans ces 22 pays qui se sont réunies dans le cadre de ce projet. Et je pense que suite à ce projet très très important, donc en 2011, on aura des réponses beaucoup plus détaillées et beaucoup plus, on s'orientera beaucoup plus, de façon beaucoup plus précise. Et on pourra répondre à la question, est-ce que le climat affectera les écosystèmes marins en Tunisie et jusqu'à quel degré? Je pense que ce projet pourra apporter beaucoup de réponses. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Donc je remercie la Cité des Sciences pour nous avoir donc invités à présenter ces deux conférences concernant donc les changements climatiques. Je félicite et à la fois je remercie mon collègue Ali Harzal qui vient de présenter donc sa première conférence sur tout ce qui est physique et trait au changement climatique. Au départ, quand on m'a invité pour présenter cette conférence, on m'a demandé à moi seul pour faire tout ça. Donc je me suis dit pourquoi ne pas inviter un collègue qui est beaucoup plus spécialisé dans le domaine physique de présenter la chose, qui d'ailleurs il a bien présenté, il m'a épargné pas mal de définitions et d'explications à donner. Et moi je vais me consacrer beaucoup plus spécialement vers les effets des changements climatiques sur donc la biodiversité de la faune aquatique en général. Je vais parler de tout ce qui est écosystème aquatique, aussi bien continentaux que marins, et je me limiterai bien sûr à notre pays, la Tunisie. Alors les caractéristiques des changements climatiques, comme vient de le dire
mon collègue Ali Harzala, les changements climatiques se traduisent par donc, les changements climatiques, l'élévation de la température moyenne, qui, comme il l'a dit tout à l'heure, donc ce réchauffement global est de l'ordre de 0,2 à 0,4 degrés tous les 10 ans, donc 2 à 4 degrés par tous les 100 ans. Ceci aussi se traduit par une réduction du volume des précipitations annuelles, donc ça a diminué, et l'élévation donc du niveau de la mer. Ça, du point de vue global. Ce phénomène donc de changement climatique important va entraîner une certaine dégradation, voire même, dans les cas les plus extrêmes, des pertes de nos écosystèmes aquatiques, aussi bien dans la zone marine que dans les hydrosystèmes continentaux, naturels et artificiels. En Tunisie, nous pouvons distinguer 3 zones climatiques différentes, à savoir donc la première zone qui se limite au nord et le nord-ouest du pays sous l'influence des conditions méditerranéennes. La deuxième zone, elle couvre toute la partie centrale et le littoral du golfe de Gabès. Enfin, la troisième, qui correspond donc à toute la partie sud-ouest, délimitée par la ligne reliant Matmata à Tozeur, bien sûr, et à la bordure nord du Sahara, et qui est dominée par le couvercle anticlinal subtropical. Donc déjà, avec cette présentation, on voit que la Tunisie est soumise à 3 types d'influences climatiques qui sont différentes. Déjà, il y a une différence au niveau naturel. Alors, nous allons voir les impacts tout d'abord sur les hydrosystèmes continentaux. Donc, les principaux facteurs qui vont influer sur les hydrosystèmes continentaux sont tout d'abord l'accentuation des contrastes saisonniers, c'est-à-dire on n'a plus le phénomène des saisons, on a pratiquement un été et un hiver. Le facteur majeur de ces impacts est aussi l'augmentation des maxima estivaux de température, c'est-à-dire que les températures d'été les plus extrêmes ont elles-mêmes été surélevées du fait de ces changements climatiques. Et aussi, on peut évaluer les modifications induites sur la faune aquatique par une élévation, c'est-à-dire une interférence de ces 2 facteurs, c'est-à-dire l'élévation de la température et aussi le déficit hydrique qui va donc influencer le comportement et le maintien de certains peuplements faunistiques. Avant, on avait une sorte de sélection des peuplements. Les peuplements les plus exigeants se trouvent dans les régions les moins de meilleure qualité, les moins polluées, l'eau la plus fraîche, l'eau la plus oxygénée, etc. Maintenant, on va trouver dans ces zones-là qui sont touchées par ces changements climatiques où il y a eu des perturbations de leur biotope, une certaine banalisation des peuplements. Donc il va y avoir une migration d'espèces qui étaient d'un niveau plus bas, qui remontent et ils vont occuper. Donc la biodiversité va augmenter, mais les espèces ne sont pas les mêmes, elles sont beaucoup plus tolérantes. Ce ne sont pas des espèces exigeantes, c'est plutôt des espèces qui vont être tolérantes, thermophiles par exemple, et qui vont être cosmopolites, qui peuvent vivre n'importe où. Donc il va y avoir une banalisation des peuplements dans ces endroits qui ont été perturbés par le changement climatique. Alors maintenant, la synergie des 2 phénomènes, donc à savoir la température et le déficit hydrique, va avoir donc une répercussion, surtout dans les hydrosystèmes des régions les plus méridionales, donc vers le centre essentiellement, où les températures estivales atteignent ou dépassent donc 30 degrés Celsius dans les cours d'eau en été, et où l'évaporation est intense et l'assèchement il va y avoir donc un assèchement partiel ou total des cours d'eau, causant ainsi la raréfaction ou la disparition de certaines espèces vulnérables. Par exemple, le cas du barbeau, c'est un poisson d'eau douce désertique
le Barbus antinoriyi, qui existait auparavant dans les oasis de Gbili. Et depuis quelque temps, depuis maintenant une dizaine d'années, cette espèce a complètement disparu. Et surtout, ceci est dû surtout à l'assèchement de l'oasis, parce qu'il n'y a plus d'eau. Et donc le phénomène de l'élévation de la température et de l'évaporation a fait qu'il y a eu donc un assèchement de certaines parties de l'oasis, et cette espèce a, au départ, c'est devenu très rare, et elle s'est cantonnée dans des endroits où elle trouve encore des conditions favorables, telles que les puits dans les vergers privés. Quand je faisais mes recherches sur cette espèce-là, le seul spécimen que j'ai pu voir au Muséum de Paris venait de la région de Nefzawa, dans le sud tunisien. Alors je me suis précipité pour chercher donc, dans cette zone-là, et j'ai jamais pu trouver donc, un spécimen là-dedans, mais une fois avec un collègue espagnol, on a fait donc une prospection, et on est même rentré dans des vergers privés, et à ce moment-là, le monsieur qu'on a visité, il nous a dit, oui, on a des poissons chez nous dans le puits. Bon, on pensait que c'était des poissons toujours, donc des espèces d'oasis qui ont été introduites, telles que la gambusie ou bien les tilapias, etc. Mais là, on a fait une petite plongée, et on a sorti quelques spécimens de Barbus, une population relicte qui s'est concentrée donc, dans ce puits-là. Et depuis, je suis retourné pas mal de fois, il n'y a plus de barbeaux. Donc avec tout ce qui est donc, perte de biotope et de conditions favorables à cette espèce-là, donc l'espèce a péri, et maintenant elle est pratiquement absente. En conclusion, ce qu'on peut dire, la Tunisie est caractérisée par donc, une variabilité locale du climat, avec l'influence méditerranéenne, continentale et saharienne. Ceci montre qu'elle donc souffre d'un déficit manifeste en ressources d'eau douce disponibles. Pour cela, il faut faire donc attention et préserver ce qu'on a. Une vulnérabilité de ces hydrosystèmes au changement climatique, suite à l'effet conjugué du réchauffement et de la réduction des précipitations et de l'élévation du niveau de la mer. Alors, compte tenu des problèmes spécifiques de la Tunisie, l'impact des changements climatiques sur les écosystèmes aquatiques consiste notamment à une dégradation et fragilisation des hydrosystèmes continentaux, littoraux et marins, comme je viens de le dire, donc l'assèchement, le morcellement, la perturbation morphodynamique, tout ceci donc, contribue vers une réduction et une perte de la diversité biologique spécifique, entraînant donc une baisse de la productivité et une perturbation de la répartition de la flore et des habitats pour la faune. Ceci va avoir donc un effet biophysique. Ces effets biophysiques vont donc avoir un effet socio-économique négatif sur donc, la production, sur la pêche, sur tout ce qui est donc, exploitation des ressources aquatiques, aussi bien marines que continentales. Que faire donc, en perspective, afin de faire face donc, à ces problèmes, les stratégies d'adaptation devront prévoir des mesures d'ajustement intégrées, pas prendre chaque partie toute seule. Il faut résoudre donc, de façon globale, raisonner par une approche systémique, écosystémique, donc avec une intervention au niveau du cadre institutionnel national, pour rééquilibrer les relations entre la composante humaine et les écosystèmes concernés. Intervention au niveau international, aider à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'ajustement au niveau national. Cette assistance peut prendre différentes formes: aide financière, transfert de technologie, renforcement des capacités et surveillance et évaluation des processus. Ces stratégies d'adaptation donc, feront face aux effets biophysiques attendus, moyennant l'amélioration de la connaissance des hydrosystèmes en tenant compte du continuum
eau continentale pour marine, parce que naturellement, il n'y a pas de barrière entre les cours d'eau et la mer. Il faut tenir compte de cette continuité. Il n'y a jamais eu de barrière, il ne faut pas les installer. Et comme ça, on peut donc tenir compte en tenant compte de ça, résoudre certains problèmes. Tel que ce qui a été dit tout à l'heure, donc le ruissellement des eaux qui amène tout ce qui est nourriture vers la mer. Le réexamen dans le contexte du changement climatique des stratégies nationales en liaison avec la gestion des ressources en eau. Donc tout ceci va être réexaminé avec une meilleure gestion des ressources en eau de façon rationnelle. La révision des stratégies nationales de planification et de gestion de l'utilisation des terres aussi, afin d'intégrer la problématique des changements climatiques et de l'élévation du niveau de la mer. Donc là aussi, le problème de l'utilisation des terres est très important pour le mettre donc, dans l'adéquation. Voilà, avant de terminer, je voudrais bien quand même rester sur une image optimiste du lac Ischguel. Le lac Ischguel, donc, lors des crues de l'hiver 2002 ou 2003, où il a repris vie. Donc vous voyez, l'Ischguel vit toujours, mais il faut savoir le préserver maintenant et trouver donc les solutions adéquates pour cela. Et merci de votre attention.